Sahel, des familles entières fuient leur pays à la recherche d'un mieux-être. La plupart ont été chassés par des groupes terroristes ou par des bandits armés. Dépouillés de leurs biens, ils laissent tout derrière eux. Une situation qui les expose à une insécurité alimentaire accrue. Dans le camp de Tadresse, au cœur de la zone dite des trois frontières dans l'ouest du Niger, Furera, Amadou et Younoussa ont tous fui le village de Tingara en proie aux attaques djihadistes sanglantes. Âgé de 33 ans et mère de 6 enfants, Furera Adamou s'est réfugié depuis 3 ans à Tilaberi dans un camp de déplacés. C'est l'insécurité qui nous a fait quitter notre village. Je me souviens du jour où les bandits sont venus et ont tué l'un des nôtres. Ils sont partis en emportant une personne. Après, ils nous ont sommés de quitter le village. Tout le monde, les enfants, les vieillards et nous les femmes, avons tous marché jusqu'ici. Autre endroit, même réalité. À la lisière du village ivoirien de Tougbo, tout proche de la frontière burkinabé, une dizaine de tentes de fortune avec des toits en tôle sont éparpillées dans la forêt. Ces personnes ont abandonné leurs maisons, leurs récoltes et leurs biens, chassés aussi par des attaques djihadistes meurtrières. Plus de 6000 personnes ont quitté ces derniers mois le sud du Burkina Faso, marchant jusqu'en Côte d'Ivoire pour y trouver un refuge précaire. Nous avons trouvé une maison, mais le problème, c'est la nourriture. L'argent avec lequel nous sommes arrivés ici est épuisé. Je n'ai plus rien. Mais nous allons rester ici, parce que tant que la guerre n'est pas terminée, nous ne pouvons pas rentrer chez nous. Les attaques contre les civils et les infrastructures ont entraîné des déplacements massifs de population au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Des organisations humanitaires et des agences des Nations Unies s'accordent pour dire qu'en 2022, la situation alimentaire dans le Sahel est dramatique. L'ONU a récemment lancé l'alerte alors que l'organisation a besoin de près de 500 millions de dollars supplémentaires pour secourir plus de 10 millions de personnes. Par ailleurs, plusieurs rapports d'organisations humanitaires avertissent que quelques 35 millions de personnes au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Tchad vont subir des crises alimentaires au cours de la prochaine période de soudure entre juin et août 2022. Parmi ces personnes, il y a 1,7 million qui seront en situation assez grave. Au niveau du Nigeria, surtout au niveau du nord-est, dans l'état du Borno, il y a une projection de 88,8 millions de personnes, surtout dans les zones qui ne sont pas couvertes facilement par les aides. Dans ces zones-là, ces populations seront en situation de famine, ce qu'on appelle dans notre jargon en situation de stress. Et donc, c'est une situation qui est assez préoccupante. Nous sommes en face d'une situation assez complexe et même, on va dire, inédite dans la région. C'est qu'aujourd'hui, on a un cocktail de causes ou de drivers qui poussent ou qui aggravent l'insécurité alimentaire dans la région. Donc, si on parle de ce cocktail-là, bien entendu, nous sommes en pleine pandémie et il y en a d'autres, il y en a même certains qui parlent aujourd'hui de le classifier en endémie parce que depuis plusieurs années ou plusieurs décennies, ce n'est pas seulement le monde, mais si on ramène la situation à l'Afrique de l'Ouest et du Centre, nous vivons chaque année entre 3, 4 et même 5 épidémies dans la zone. La crise actuelle devrait être pire que celle des années précédentes en raison de plusieurs facteurs aggravants, notamment l'insécurité récurrente, l'augmentation de la pauvreté due à la Covid-19 et la flambée du coût des aliments de base. En outre, la sécheresse accrue dans certains pays du Sahel est venue rajouter une couche
à la détresse des populations. Le niveau de sécheresse que nous avons aujourd'hui avoisine ce qu'on avait dans les années 1983. Et donc, il y a la sécheresse qui aussi contribue à cela. Et tout ceci amène aussi une augmentation atypique du prix des denrées alimentaires. Donc, il y a une flambée de prix et donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Les changements climatiques ont provoqué, par exemple au Mali, des sécheresses dans plusieurs régions du pays, décimant 225 000 hectares de culture. Et au Niger, il y a eu des poches de sécheresse, mais également des inondations qui ont endommagé environ 7 000 hectares de culture et contribué ainsi au déficit céréalier que connaît ce pays. Donc, en termes de conflits et d'insécurité civile, on note beaucoup de déplacements des populations dans plusieurs pays de la région, et ce qui entraîne une désorganisation des systèmes de production et l'inflation des prix des denrées alimentaires. Au Burkina Faso, par exemple, on a enregistré plus de 1,5 million de personnes déplacées internes en fin 2021, soit un Burkinabé sur 10 qui ont perdu leurs moyens d'existence et suite aux attaques et aux enlèvements. Pour venir à bout de ce désastre humanitaire, les organisations mettent en place un ensemble de stratégies pour atteindre les cibles vulnérables. Cela passe par des assistances alimentaires et des programmes de financement d'activités génératrices de revenus. Oxfam, dans la région, met en œuvre une palette d'interventions dont les premières sont l'assistance alimentaire sous forme de cash et de vivres aux populations qui sont ciblées être en insécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous faisons également la relance agricole à travers la distribution des intrants aux producteurs et aux productrices. Nous faisons également la sensibilisation à la malnutrition des populations touchées par la crise alimentaire et nous distribuons des intrants nutritionnels aux enfants de moins de 5 ans, aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes. Par ailleurs, nous mettons en œuvre des programmes Nexus humanitaire, paix et développement qui combinent à la fois des actions d'assistance humanitaire directe à des actions de consolidation de la paix et des interventions de renforcement de la résilience des populations à travers le financement d'activités productives, d'activités génératrices de revenus. Il faut mettre en place des kits techniques que nous mettons à la disposition des populations. Il faut même s'assurer que les populations aient des nourritures, la distribution même des nourritures, la distribution des semences, la distribution des outils, etc., que nous faisons au niveau de ces populations. Ensuite, il faut renforcer les capacités. Alors, il faut renforcer les capacités. Parmi ces populations, il y a des jeunes. Et ces jeunes, même quand ils sont déplacés, où ils vont, souvent ils veulent entreprendre, ils veulent faire l'agriculture, il faut renforcer leurs capacités. Il faut s'assurer que ces populations aient accès à des moyens de subsistance et qui leur permettent de mettre en place et de renforcer leur résilience sur le terrain. Alors, concrètement, nous alertons, ça c'est la première des choses, parce que c'est notre devoir de dire ce qui se passe. Et deuxièmement, nous avons commencé à mettre en place des activités de mitigation. Nous préparons nos équipes à la réponse et nous préparons aussi les populations à la réponse. Dans ces activités de préparation, c'est entre autres le prépositionnement d'aliments bétail dans certaines régions du Sahel. Et entre autres aussi, c'est de pouvoir renforcer les activités communautaires, la prise en charge par exemple de la malnutrition au niveau communautaire, à travers les agents de santé communautaires. On met en place des dispositifs qui leur permettent de faire face aux demandes et surtout de désengorger. Parce que si on prend en amont en charge les populations ou les enfants malnutris, les centres de santé sont de la
désengorger. Et ça permet au centre de santé de se concentrer sur d'autres pathologies et de ne gérer que les cas graves liés à la malnutrition. Cependant, l'accès à certaines zones, surtout celles sujettes à des conflits, demeure difficile pour les organismes humanitaires. Il faut le reconnaître, il y a des zones où on ne peut pas. On n'a pas d'accès parce que tout simplement, on est de plus en plus ciblé par ces populations. Donc comment nous faisons? C'est tout simple. Nous communiquons, nous essayons de retrouver l'acceptation par rapport à ces populations, parce qu'il faut que ces populations, en plus de ces populations, les différents acteurs qui interviennent dans ces régions-là comprennent notre action, comprennent ce que nous faisons. Et à partir de là, c'est la population même qui garantit l'acceptation et qui nous permet d'avoir accès à elle-même et de pouvoir les aider par rapport à leurs besoins. Il y a des zones, ça se passe relativement bien, mais il y a d'autres zones où on n'a pas du tout accès et les populations sont livrées à elles-mêmes. Et c'est pour ça que nous menons aussi à côté de cela un plaidoyer fort pour renforcer le plaidoyer à l'endroit des gouvernements et des différentes parties prenantes pour nous garantir l'accès aux populations les plus vulnérables. Un organisme comme le FIDA, le Fonds international de développement agricole, a mis en œuvre un ensemble de projets pour repenser les systèmes agricoles. À ce titre, une invite est lancée pour une symbiose des actions afin de mieux toucher les cibles. Il ne faut plus agir seulement pays par pays. Pourquoi? Parce qu'on voit que les problématiques sont les mêmes dans toute la bande sahélienne. Et donc, nous faisons la promotion de projets régionaux. C'est la première solution qui a été abordée. Actuellement, donc, il y a un très grand programme régional qui se fait avec les instances régionales d'Afrique de l'Ouest et qui se fait aussi avec nos collègues de la FAO et du PAM, donc un collectif d'agences des Nations Unies pour travailler ensemble. À ceci se rajoutent des fonds qui proviennent du Fonds vert climat et qui nous permettent de travailler sur des actions de résilience au changement climatique ainsi que sur l'accélérateur de la muraille verte dont vous avez dû entendre parler. Donc ça, c'est la première solution au premier problème. Le deuxième problème que l'on rencontre maintenant est bien entendu lié au conflit et à l'insécurité croissante. Et c'est vrai qu'autant que le FIDA est habitué à travailler dans des zones fragiles, autant nous ne sommes pas des spécialistes de l'activité en milieu de conflit. Et dans ce cas-là, le FIDA et les gouvernements sous-traitent ces activités à des agents spécialisés, que ce soit des ONG locales, que ce soit les organisations professionnelles agricoles ou les organisations d'éleveurs, parce qu'eux restent toujours en place. Et enfin, à nos collègues des agences des Nations Unies spécialisées dans les urgences. L'insécurité croissante menace les progrès réalisés dans divers secteurs, notamment la sécurité alimentaire et la nutrition, et perturbe les flux alimentaires et commerciaux. À peine remise de la crise alimentaire aiguë qui a frappé le Sahel en 2018, de nombreuses familles vulnérables sont maintenant touchées par la crise sécuritaire. Pour le PAM, le Programme alimentaire mondial, une action humanitaire rapide est maintenant essentielle pour sauver des vies. Il s'agit ainsi de répondre aux besoins humanitaires croissants tout en préservant les progrès réalisés ces dernières années dans le renforcement de la résilience des communautés qui représentent un énorme défi